France Culture, le Book Club, Nicolas Herbeau. Quand l'amour s'éteint, que reste-t-il ? C'est la question que le Book Club se pose ce midi. La rupture amoureuse est un thème majeur de la littérature dont se saisissent nos deux invités dans des récits personnels et intimes. Après l'incompréhension, il faut couper les liens, se défaire en quelque sorte de cette rencontre, faire face à la tristesse, parfois grâce à l'humour, faire son deuil sans tomber et éviter la reprise sans pour autant oublier de reconstruire, de se reconstruire. Empruntons ensemble ce chemin du chagrin d'amour, guidé par nos invités avec poésie, philosophie et honnêteté, guidé aussi, comme tous les vendredis, par Pierre Croze. Bonjour Pierre. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. De notre partenaire babelio.com et accompagné, c'est le principe de cette émission, par la communauté du Book Club. Ce roman n'est pas du tout un roman de la plainte, mais un roman ouvert sur la recherche d'une nouvelle position géographique et même cosmique. Délivré tout au long des pages par la voix d'une femme forte, amoureuse, puissante, révoltée mais aussi sensible. My dear Lorenzo, you take my hand and understand the tears that I have cried. We light the candles and pour the wine and laugh as if you'll never leave my side. You take me in your arms and tell me that I'll always be the only one. And then you're gone. France Culture, le Book Club, Nicolas Herbeau. Bonjour Lynne Papin. Bonjour. Vous êtes romancière, vous avez publié votre premier roman en 2016 à l'âge de 21 ans intitulé L'éveil, qui vous avait valu d'ailleurs le prix de la vocation. Depuis, vous avez écrit différents romans et récits qui paraissent aux éditions Stock et le dernier, en date, s'intitule Après l'amour. Vous présentez ce livre comme une thérapie littéraire contre le chagrin d'amour, une thérapie personnelle, j'imagine, et c'est ce que j'ai vu évidemment en lisant, mais aussi une sorte de remède, d'accompagnement que vous offrez aux lecteurs et aux lectrices. Oui, c'est vrai que c'est un livre qui se déroule en fait sur une année environ, donc qui commence l'hiver avec l'image de la banquise et qui va jusqu'à l'été avec l'image du désert, du Far West. Et je l'ai vraiment conçu comme un peu une odyssée des jours après l'amour. Donc de jour à jour, la traversée de cet après l'amour, donc de ce vide en fait, de cet avenir qui est à réinventer, de ce présent qui est à réinventer. Et donc c'est vrai que j'ai voulu publier ce livre parce que je me suis dit que durant ces moments-là de rupture que l'on a déjà tous vécu une ou plusieurs fois dans nos vies, ça pouvait être bien d'avoir un petit livre qu'on pouvait amener sur soi, dans lequel on pouvait piocher des poèmes, des fragments, et qui pouvaient nous accompagner pour justement aider à transformer ce chagrin, ce manque, cette solitude en quelque chose... je dis que j'ai fait de mon chagrin une création, comme une sculpture, donc en faire quelque chose en fait. Une odyssée qui dure 1 an dans votre livre, ça veut dire qu'à un moment donné, ça s'arrête. C'est ça la bonne nouvelle peut-être. Le chagrin. Oui, le chagrin se transforme. Et c'est vrai que je pense que... c'est un livre qui dit surtout que, comme Musset, après avoir aimé, il faut sans cesse aimer. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cet amour une fois qu'il s'arrête ? On le redistribue, en fait. On le redistribue. Et donc, c'est un livre, finalement, qui part du chagrin, mais qui va vers la joie et qui va vers la lumière et vers les choses auxquelles on se raccroche. Et c'est vrai que... on a déjà tous vécu ça, mais petit à petit, effectivement, le chagrin s'estompe et laisse place... on réinvestit le présent et finalement, on se rend compte qu'on fabrique un nouvel avenir, même avant de s'en être rendu compte. Aliona Glukova, qui est notre seconde invitée, bonjour. Bonjour. Vous dites oui de la tête au mot de Lynne Papin, parce que vous aussi, vous avez écrit évidemment sur cette expérience du chagrin d'amour. Vous êtes journaliste, traductrice, écrivaine donc, et vous publiez votre 3e roman que vous avez intitulé « Nos corps lumineux » aux éditions Verticales. Au début donc de votre livre, un peu comme pour Lynne Papin, il y a un événement autobiographique, c'est la séparation d'avec votre mari, Aliona Glukova. Votre mari a cessé de vous aimer, dites-vous dès la première phrase de votre récit. Oui, exactement. C'est violent comme ouverture. Ça pose quelque chose. Et en fait, pour moi, c'était important de poser comme une sorte de point de repère
au début de la carte qu'on va dessiner et on ne sait pas du tout ce qui va arriver ensuite. Mais c'est aussi, justement, c'est un point de rupture, mais c'est un point où cette rupture ou cette ouverture ou cette perte, ça aiguise la perception. Il y a une sorte d'acuité et lucidité qui apparaît à ce moment-là. Et c'est pour ça que pour moi, c'était important de commencer dans ce point-là avec cette acuité et puis avancer. Vous avez dit le mot carte, c'est intéressant évidemment, et il y a plusieurs points sur cette carte dans votre récit, puisque quand votre mari vous en a informé, c'était à distance, c'était au mois de juillet 2019. Votre narratrice raconte qu'elle est dans un café à Minsk, au Bélarus, où vous êtes né, tandis que lui est à Pau dans l'appartement, et vous vous souvenez de ce détail. À ce moment-là, le serveur s'approche de vous et vous demande de payer parce que le café ferme. Oui. Poussé 2 fois vers la sortie, en quelque sorte. J'ai pas pensé ça. Je l'ai pas envisagé ainsi, mais justement, en fait, pour moi, c'était important aussi de démontrer toute la banalité. En fait, le monde continue à tourner autour. On va dire, il y a quelque chose qui, chez nous, il y a une rupture et il y a une désorientation totale. Et à la fois, le monde continue à tourner. Désorientation, puisque vous le rappelez et vous lui demandez, t'es sûr de ce que tu viens de me dire? Il y a une forme d'incompréhension, quelque chose qui ne pouvait pas être possible, qui s'abat sur vous à ce moment-là. C'est impossible à comprendre, mais à la fois, justement, en fait, le moment de l'écriture, ça m'a beaucoup amusée parce qu'il y a une sorte de fragilité ultime, mais à la fois, c'est très drôle à ce moment-là de poser la question à la personne qui vient d'avouer des amours, mais tu es sûre en sachant que la réponse sera peut-être pas du tout rassurante. Et en même temps, c'est aussi lui redonner la responsabilité de cette rupture, en quelque sorte. Et on comprend bien ce que vous vouliez dire. Alors, c'est un point commun entre vos 2 livres. Chez vous, Lynne Papin, Après l'amour, on va aussi parler d'un récit intime. Notre lectrice Solène l'a lu. Voici ses impressions de lecture. Et elle a aussi une question pour vous. J'ai eu un véritable coup de cœur pour ce livre, pour sa douceur, sa révolte et les émotions qui en ressortent. J'ai surtout aimé le fait qu'il y ait une véritable diversité, une liberté de ton, délivrée tout au long des pages par la voix d'une femme forte, amoureuse, puissante, révoltée, mais aussi sensible. Et ce qui fait vraiment sa particularité à mes yeux, c'est que malgré ce côté autobiographique, j'ai réussi assez facilement à me retrouver dans certains textes. Et je pense qu'il y a une vraie facette d'identification dans ce livre, ce qui fait que chacun peut facilement s'y identifier. Et c'est ce qui fait sa force. En plus du fait que, selon moi, Lynne Papin a vraiment atteint un paroxysme stylistique dans ce livre, puisque sa plume vogue entre recherche stylistique, mais aussi volonté de faire parler ses émotions et de faire parler son cœur. Et c'est vraiment ça qui m'a touchée et qui fait que ça a été un véritable coup de cœur. Et j'ai d'ailleurs une question pour Lynne Papin. Qu'est-ce que l'écriture autobiographique vous apporte-t-elle en tant qu'autrice, mais aussi en tant qu'individu ? Réponse de Lynne Papin. Déjà, je suis très touchée. Et réponse, eh bien, je pense que... moi, j'ai écrit des romans. Donc, j'ai écrit 3 romans. Et puis, j'ai écrit aussi des récits, effectivement, un peu plus autofictionnels. Et je pense que c'est le sujet qui impose ça. Et c'est vrai que, voilà, le sujet, c'était vraiment la rupture. Et comme je pars d'une émotion forte qui est la mienne, je trouvais que de passer par un roman et de mettre des masques, une narration, une histoire, des rebondissements, ça nous éloignait complètement en fait de la pureté et de la force des émotions. Et donc, c'est ce que j'avais fait aussi dans Une vie possible, comme c'était un thème aussi très précis sur le droit des femmes, le corps des femmes. En fait, je pense que le travail autobiographique, pour moi en tout cas dans mon travail, se justifie par le thème et le fait que j'ai envie dans ces moments-là de travailler avec l'émotion comme matériau pur, sans passer par de l'artifice, en fait, des artifices. C'est une autobiographie. Vous ne citez pas le nom de votre ex-mari. Pour quelle raison? Pour le laisser sur le bord du chemin, justement? Enfin, c'est pas une autobiographie exactement, puisque c'est une
ça part évidemment de ce qui est réel, mais en fait, ce sont des fragments, ce sont des poèmes surtout. Et donc, dans la poésie, ce qui m'intéresse, c'est d'aller vers l'universel. Et donc, comme le texte est avec aussi avec il y a des fragments de prose et puis des sortes de cantiques, d'élégies à l'être aimé. Mais l'être aimé peut être n'importe qui. Et c'est à ce moment-là que le lecteur, en fait, entre dans le livre et l'investit. Donc, c'est vrai que c'est pas tellement une autobiographie en tant que telle, mais plutôt vraiment un livre sur la rupture en tant que telle, pour le coup. Vous dites que la séparation avec votre mari vous a laissé un amour de veuve, un amour sans accusé de réception, sans numéro, sans nom. C'est la fin de la communication. Ouais, je voulais vraiment décrire en fait ce phénomène où quand on est ensemble et qu'on s'aime, on forme une sorte d'hydre à deux têtes. Et donc on est tout le temps, les corps sont présents, le dialogue est présent, même en pensée. Et c'est vrai que là, ce que je trouve violent dans une rupture, c'est qu'on est effectivement face à une sorte de deuil, on fait le deuil de cette double créature, quoi. Et on devient seul. Et du coup, même les pensées... Enfin, voilà, je voulais décrire du coup cette solitude. Aliona Glukova, vous aussi, dans votre livre, il y a l'ami de votre narratrice qui arrive après ce coup de fil, une demi-heure après, et qui vous dit « La géométrie des histoires amoureuses est désaccordée, on coïncide, mais pour de brefs instants, et on ne sait plus comment se rencontrer. » Et vous parlez d'un terme qui est très beau, qui fait aussi un peu peur. Parfois, c'est de défaire la rencontre, de se desencontro, comme on dit en portugais avec mon incroyable accent. C'est une idée de décalage, de désaccord. Et ça m'a beaucoup intéressé. Oui, justement. En fait, le mot désencontre, ça signifie pas exactement de la dérencontre. Mais justement, je me suis posé la question sur la stratégie possible ou toutes les actions à faire, le rituel à réaliser pour défaire les relations. Parce que très souvent, on a beaucoup de rituels, beaucoup de façons d'accompagner l'acte de l'union amoureuse, mais on n'a pas du tout ce genre d'action, de rituel pour accompagner la séparation. Et je me suis dit, comment ça se passe en fait, cet éloignement? Est-ce qu'il est progressif? Est-ce qu'on change peu à peu le prénom de celui qu'on a aimé dans nos téléphones? Comment faire tout ça le téléphone, progressivement? C'est intéressant, on parlait de communication il y a un instant, c'est un des liens aussi très importants entre deux êtres dans une relation amoureuse. Bien sûr, et c'est vrai que ça me parle, les rituels et tout, parce que moi j'ai voulu... aussi mettre toute cette dimension un peu fantasmagorique dans le livre, un peu de tout ce qui est gris-gris, porte-bonheur. Et c'est vrai que le livre est illustré par Inès Longevial qui a mis en avant justement tous ces baleines, ces chevaux. C'est comme si en fait l'imaginaire venait remplacer l'absence, quoi, et venait... je pense que dans nos deux livres, il y a cette chose commune de... tout ce à quoi on se raccroche à la fois dans la vie réelle, donc dans les petits détails du quotidien, et à la fois dans l'imaginaire pour faire ce chemin du désamour et de la rupture. Il y a aussi beaucoup de métaphores dans votre livre, Aliona Glukova, par exemple, celle l'idée de la rupture de l'unité dont on parle il y a un instant, cet élément hétérogène qui renvoie à un autre contexte que le contexte présent, comme le lit votre narratrice chez Blumenberg. Et puis pour en revenir à ce téléphone, il y a cette scène où la narratrice lui écrit un message « Désembrasse-moi, s'il te plaît ». Est-ce qu'elle lui envoie ? Elle l'envoie pas, je crois. Mais c'est vraiment une sorte d'appel. Le contrat d'appel vient vers moi, mais est-ce que on peut refaire vraiment le même chemin, mais à l'envers? Alors, il y a des métaphores, évidemment, des illustrations aussi. Vous l'avez dit, Pierre Croze, et ça n'a pas échappé dans le livre de Lynn Papin au lecteur de Babelio. Oui, tout à fait. Vous en avez un peu parlé des fragments. Je vais vous citer une critique, un extrait d'une critique. En écrivant ce livre ponctué de poésie, de réflexion, de sensations et d'émotions décuplées, Lynn Papin ose se dévoiler, nous donne à voir le revers de l'amour, le verso, l'envers du décor, l'autre côté, les coulisses, la vie d'après. Je reviens sur la première partie de cette critique pour vous poser peut-être une question. Pourquoi cette diversité justement de formes d'écriture pour rendre compte de la rupture? Est-ce qu'elle s'est imposée d'emblée? Elle s'est imposée d'emblée dans le sens où j'ai commencé à écrire dans un carnet un peu, et donc la forme fragmentaire était là dans mon carnet, et en fait je pense que les fragments
cette forme illustrait le fond du propos dans le sens où après une rupture, tout est fragmenté. Donc à la fois le cœur, puisqu'on dit ramasser la petite cuillère, c'est vrai que le cœur est fragmenté, l'espace est fragmenté, il y a séparation des affaires, des appartements, de tout ça. Et puis l'avenir est fragmenté aussi, parce que quand on est avec quelqu'un, l'avenir est dessiné, rêvé, et puis quand le couple s'arrête, on se retrouve avec cet avenir qui est complètement fragmenté. Et donc je pense que sans vraiment l'avoir fait exprès, cette forme s'est imposée à moi, et puis j'ai voulu, les poèmes sont arrivés aussi très vite, comme des sortes de chants du cygne, en fait, de chants d'au revoir, et voilà. Vous parlez dans votre livre, Line Papin, de notre époque. Vous dites notre époque a le visage du désamour, de ceux que plus personne n'aime. Il y a aussi peut-être cette façon d'être pointé du doigt quand on subit cette rupture, c'est-à-dire que on se sent coupable en quelque sorte. On se dit que c'est notre faute et qu'en même temps on n'a pas le droit de se plaindre parce qu'il se passe plein d'autres choses dans le monde, peut-être beaucoup plus graves aussi. Et ce sentiment-là, on est un peu désabusé face à ça. Oui, et puis je pense qu'il y a aussi l'effet d'un coup d'être jeté au monde. C'est-à-dire que quand on est en couple, on est quand même dans une bulle, on est quand même protégé quelque part. Et quand on se retrouve seul après une rupture, d'un coup, c'est comme si on revenait dans un film qu'on avait quitté. On se dit, ah, ok, donc c'est ça mon époque. On trouve une nouvelle identité et on essaye d'être dans le monde avec cette nouvelle identité. Et donc c'est vrai que comme le livre se déroule sur un an, il y a aussi des fragments sur notre époque pendant cette année. Et c'est vrai que notre époque aujourd'hui est compliquée. Donc j'ai voulu écrire un peu sur cette nouvelle identité dans notre époque. Vous parlez de la guerre, du réchauffement climatique, du prix de l'essence qui augmente, du chômage, de la vie, comme on disait tout à l'heure, de la vie qui continue autour de nous. Aliona Gloukova, vous avez, vous aussi, ce sentiment de culpabilité, quelque part, en tout cas, cette première phase, peut-être, après la rupture, de se dire, peut-être c'est ma faute, qu'est-ce que j'ai fait, comment est-ce que j'en suis arrivé là ? Je ne suis pas sûre que c'était une sensation de culpabilité, mais j'aime bien cette image d'être jeté comme si on est jeté dans le lac. Mais justement, étrangement et d'une manière paradoxale, je me sentais beaucoup plus incluse dans le monde et beaucoup plus ouverte pour que le monde me traverse qu'avant. Du coup, le monde me concernait davantage. Et il y a dans votre livre, d'ailleurs, des références philosophiques. On va écouter Aline, qui a lu Nos corps lumineux d'Aliona Gloukova, et voici ce qu'elle en a retenu. J'ai été très touchée par le roman Nos corps lumineux, parce que c'est un roman qui parle de la fin d'une histoire d'amour de façon originale. Souvent, les auteurs mettent l'accent sur le temps de la douleur amoureuse, le temps du deuil de l'amour, le temps de la reconstruction. Or, Aliona Gloukova nous parle beaucoup d'espace, elle parle de géographie, il y a pas mal de vadrouilles, si je puis dire, dans ce roman. La narratrice se déplace beaucoup, elle change d'appartement, de ville, mais aussi d'espace au sens d'univers, d'espace céleste. Comme une recherche de sa nouvelle position, celle de femme désormais seule. Un nouvel état qu'elle doit s'approprier. Aussi, ce roman n'est pas du tout un roman de la plainte, mais un roman ouvert sur la recherche d'une nouvelle position géographique et même cosmique. Alors, j'ai une petite question pour l'autrice. Est-ce que l'écriture est aussi une façon de se fixer quelque part, de trouver des coordonnées spatiales dans la vie qui est parfois chaotique? Merci beaucoup, Aline, pour ce retour et cette question. C'est une très bonne question. Oui, justement, j'ai l'impression que l'écriture, acte d'écriture, ça permet de s'ancrer quelque part. Et dans mon cas, ça s'est passé d'une manière vraiment très concrète. À un moment donné, je commençais à me réveiller à 4h du matin, puisque j'avais un état un peu alerte, un peu trop lucide, trop ouverte. Et c'est à ce moment-là que j'écrivais ce texte. Du coup, tous les matins, je me réveillais à 3h, à 4h, à 5h. Je me mettais à écrire. Je m'imaginais une personne qui serait moi, quelque part, peut-être un peu moins entamée.
Et à partir de la position de cette personne, j'écrivais tous les jours. Du coup, cette pratique quotidienne, malgré tous les déplacements, ça me permettait de s'ancrer. Votre narratrice, Aliona Glukova, elle parle même d'une sorte de suspension du savoir. Et elle fait référence à quelque chose de très philosophique. C'est la je ne vais pas réussir à le dire, je vous préviens tout de suite, donc je vais me concentrer un petit moment. La phénoménologie, pardon. Phénoménologie. Nous y sommes. Qu'est-ce que ça vous... Pourquoi se référer à cette notion-là ? Déjà, je me suis beaucoup amusée à me référer à pas mal de philosophes, mais d'une façon pas du tout académique. En fait, c'est presque utiliser les citations de philosophes comme si c'était des plantes médicales qu'on met sur les plaies. Et après, cette histoire de phénoménologie, c'est vraiment de regarder le monde tel qu'il est, de regarder le phénomène tel qu'il est, en mettant derrière les parenthèses tous les savoirs scientifiques. Donc, il y a une sorte de rapport au monde vraiment peau à peau. Je ne sais pas si c'est possible, mais c'est ça ce que j'ai cherché. Et c'est ça ce qui m'arrivait, vu mon état assez... physique aussi, parce oui, qu'il y a aussi évidemment des réactions physiques aussi. La phénoménologie, c'est aussi la mère de votre narratrice qui lui explique ce que ça permet d'observer notre conscience, puisque sa caractéristique principale, c'est d'être toujours une conscience de quelque chose, et elle dit toute conscience est conscience de quelque chose. C'est ce que disent d'ailleurs les philosophes que vous citez, Husserl et Heidegger. Est-ce que c'est possible, avec l'amour, d'utiliser ces références-là, cette notion de conscience? Est-ce qu'on y arrive face à l'amour? Bonne question, je ne sais pas comment vous répondre, mais j'ai beaucoup aimé justement d'essayer d'adopter cette posture de chercheuse. Justement, étant le sujet très impacté par l'amour et par tout ce qui se passe autour, mais essayer de chercher là-dedans, de se demander qu'est-ce que ça peut me donner, expérimenter, expliquer. Et c'est cette posture-là de recherche qui m'intéressait beaucoup. Vous citez aussi Emmanuel Lévinas, l'auteur de Totalité et Infini. Lévinas qui dit aussi dans Énigmes et phénomènes, cette fois-ci, que les grandes expériences de notre vie n'ont jamais été à proprement parler vécues. Et Lynn Papin, il y a une phrase qui s'adresse, que vous prononcez dans le livre, c'est « tu n'as pas vécu ». Alors justement, il y a aussi des choses un peu, désincarnées, en quelque sorte, dans votre récit. Vous dites que votre histoire était en vérité terminée depuis des mois, même si vous entreteniez une sorte de liaison post-mortem. Oui, je pense que justement c'est tout le chemin du deuil. On parle d'étape du deuil, de passer par ces sentiments et ces émotions diverses. Voilà, donc c'est vrai que le livre navigue en quelque sorte entre des moments sur le manque, sur l'obsession, sur la colère, sur la tristesse. C'est un peu toutes les émotions par lesquelles on passe. Mais moi, je pense que l'amour qu'on a vécu, on l'a vécu justement. Et que même s'il s'en va, on l'a vécu. Et donc ça devient notre force et on garde au moins ces souvenirs. Et c'est vrai que c'est pas un échec, c'est déjà une chance de l'avoir vécu. France Culture, le Book Club, Nicolas Herbeau. Et nous poursuivons notre discussion dans le Book Club sur les chagrins d'amour, les ruptures, avec Aliona Glukova qui publie Nos cœurs lumineux aux éditions Verticales, et avec Lynn Papin, Après l'amour chez Stock. Je me tourne vers vous, Pierre Croze, puisque des livres de rupture, évidemment, il y en a eu avant, et il y en a des très populaires sur babelio.com. Oui, il y a heureusement ou malheureusement beaucoup de livres qui ont pour thème la rupture. J'aimerais revenir sur l'un d'entre eux, qui a de nombreux lecteurs et de lectrices sur Babelio. Donc je pense à un livre très apprécié de Elena Ferrante, publié avant son amie prodigieuse qui l'a rendu mondialement célèbre. C'est Les jours de mon abandon. On entre dans la tête d'Olga, une Italienne dont le mari vient de lui annoncer qu'il la quitte. C'est le sol qui se dérobe presque littéralement sous ses pieds, sous les pieds d'Olga, qui a deux doigts de sombrer dans la folie. Alors, je vais vous citer une critique d'un lecteur ou d'une lectrice. Olga analyse son couple, ses sentiments, remonte le fil, cherche à comprendre et finit par réaliser qu'il n'y a rien à comprendre, que la vie suit son cours, que les gens qui s'aiment peuvent ne plus s'aimer, qu'elle reste entière et finalement beaucoup plus libre et beaucoup plus forte que son mari, qui n'a pas eu à traverser ce long désert. Alors, c'est une question que j'aurais un peu envie de vous poser à toutes les deux. La position de l'être quitté,
elle peut, à certains égards, être plus enviable que celle de la personne qui quitte. Est-ce que c'est plus facile je pense d'être que- quitté que de quitter, Lynn Papin? Au fond, les deux sont quittés et les deux se quittent surtout, je pense. C'est vrai que on peut toujours dire ah non, c'est toi qui m'as. Mais en fait, au final, l'amour, c'est. Enfin, j'ai un fragment d'ailleurs dans le livre à ce sujet, mais c'est comme un astre, c'est comme quelque chose de biologique, d'organique, et il naît avant qu'on ne le veuille ou malgré nous, et il meurt aussi malgré nous en quelque sorte. Donc je pense pas que, enfin en tout cas le vrai grand amour, voilà, je pense qu'on se quitte à deux et je pense pas qu'il y en ait un qui est plus quitté que l'autre. Aliona Glukova, vous pensez la même chose? Oui, je suis bien d'accord avec c'est sûr qu'on est tous les deux quittés et on quitte tous les deux. Et puis que à la fois l'amour ne cesse pas parce que cette question elle avance quelque part, mais en dehors de cette relation. On parlait des livres de rupture il y a un instant. À l'inverse, Lynn Papin, votre narratrice, elle a envie de lire un très grand roman d'amour, un des plus grands romans du XXe siècle, La modification de Michel Butor. Et peu à peu, elle dit qu'elle ne veut pas subir cette rupture, qu'elle veut la maîtriser et la vivre. C'est le moment où on se relève. En tout cas, c'est, on va dire, traverser le chagrin, les yeux grands ouverts. C'est vrai que c'est l'idée de pas subir la chose, mais en fait, le fait d'écrire déjà, je pense, ça nous donne une certaine conscience de toutes les micro-sensations, de toutes les petites choses qui se passent à ce moment-là. C'est vrai que moi, je me suis dit, en fait, cette étape de rupture est intéressante. Parce que déjà, le mot rupture, voilà, les ruptures dans l'existence, il y en a plein et de mille manières. Et donc là, c'est une rupture d'amour, mais je me suis dit, c'est intéressant, donc écrivons pour un peu analyser ça, un peu comprendre ça. Il y avait un très beau livre d'ailleurs de Claire Marin qui s'appelle Rupture, qui m'a beaucoup parlé. Et c'est vrai que, en fait, je me suis dit, pourquoi en faire un temps mort? Pourquoi ne pas en faire un temps de vie au final? La fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre. Du coup, Aliona Glukova, c'est la reprise, par exemple, le titre d'un célèbre livre de Kierkegaard, qui est aussi au programme d'ailleurs de votre livre, quand votre mère explique à votre narratrice que l'auteur a écrit la reprise après s'être séparé de Régine, donc après l'amour, là aussi. Oui, j'aime bien justement cette histoire de la rupture qui n'est pas une parenthèse de la vie, mais qui reste la vie, parce qu'il y a cette rupture, il y a cette ouverture par laquelle la vie passe. Et oui, cette histoire de la reprise, c'était une des rituels possibles. Ce livre m'a permis à la narratrice des rituels possibles pour retrouver le sens dans la répétition de certaines choses quotidiennes. C'est pas la reprise de l'amour, enfin en tout cas pas la reprise de la relation qui vient de s'interrompre. Non. C'est plus la reprise de soi ou la reprise du sens, la reprise de l'être. Parce que chez Kierkegaard, ce qui est très intéressant, il dit que le nouveau peut arriver dans la répétition du même. Et j'ai trouvé cette idée vraiment très intéressante. Ouais. Et ça me fait me tourner vers Lynn Papin, puisque le nouveau, c'est la répétition du même. Votre narratrice se retourne vers l'un de ses amants de ses 18 ans, justement, qui refait surface à ce moment où il y a justement quelque chose de nouveau qui crée et qui redémarre, c'est ça? Oui, ça c'est vrai que, au final, ce qui est assez extraordinaire, je trouve, dans la vie, c'est que parfois, on a l'impression que la vie est linéaire et qu'on avance comme ça, alors qu'en fait, il est possible qu'elle soit cyclique aussi. Et parfois, ce qu'on pensait avoir laissé derrière revient. Et donc, ce que j'ai voulu illustrer en inventant ce passage, c'est que finalement, je reviens sur une rupture précédente. Donc, est-ce que voilà, le résidu d'une rupture n'est pas aussi ne réapparaît pas dans une autre rupture? C'est les ruptures en poupée russe. En poupée russe et en cycle, on a bien compris. Alors dans vos récits, il y a aussi le confinement, notamment chez vous, Aliona Glukova, période donc du premier confinement qui a fait beaucoup de dégâts d'ailleurs dans les couples. C'est pour ça d'ailleurs que votre narratrice enregistre tout ce qu'elle pense sur son téléphone, qui est devenu, pendant le confinement, et même peut-être plus généralement, le compagnon de chacun.
Oui, c'est une sorte de journal sonore. Justement, en fait, comme je parlais de ce point de cessation de l'amour comme le point de départ, ces petites notes faites avec la voix, ce sont un petit peu les notes de repère où je suis, en fait. C'est quoi le point? Et chaque fois, parfois c'est une citation, parfois c'est une idée partagée par un ami, parfois c'est une autre chose. On prend tout ce qu'on a sous la main, un oiseau qui passe, et on fait avec ça un point de repère. Il y a beaucoup de voyages dans votre récit aussi. On passe de Minsk à Pau, Bayonne, Paris, Saint-Denis, la Savoie, d'ailleurs, où la narratrice est confinée et elle dit avoir besoin d'une ligne de démarcation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut changer ses habitudes, mettre des barrières, se créer des nouveaux repères. C'est ça l'idée? Et c'était ça, mais aussi la narratrice a besoin de quelque chose, parce qu'en fait, justement, quand il y a une rupture, séparation, il n'y a pas, étrangement, il n'y a pas le point de la fin, en fait, où tout se termine. Du coup, c'est presque à l'intérieur de nous de chercher où est-ce que ça continue, d'où je pars. Parfois, on a envie des marqueurs. Comme on n'a pas des rituels, justement, qui auraient pu accompagner ça, il faut réinventer ces lignes de rupture où ce point, on se dit, à partir de là, il y a peut-être quelque chose, une bifurcation, un cycle qui commence. Pierre Croz, Nos corps lumineux a aussi été lu par les lecteurs de Babelio. Oui, j'aimerais partager une critique. Aliona enchante le lecteur, l'amenant à réfléchir sur la fragilité des identités, une instabilité paradoxalement féconde, avant de nous inviter à retrouver notre forêt, et si nous n'étions les uns pour les autres que des corps lumineux de passage. Alors je reviens, Aliona, sur cette instabilité féconde. Vous trouvez-vous, en tant que femme et autrice, de l'inspiration, de la créativité dans ces moments justement d'instabilité, de rupture que chacun peut vivre? Oui, je trouve que, comme j'en ai parlé un petit peu au début, c'est associé à un état d'acuité vraiment assez particulière, de lucidité assez particulière. C'est aussi le moment où on cherche davantage le sens partout. Et j'ai l'impression que c'est aussi, on cherche les liens, et le monde nous répond davantage. C'est pour ça que je trouve que ces états d'ouverture, de rupture, peuvent être vraiment très riches, étrangement. Votre narratrice dit étudier son corps en déséquilibre, pousser ses limites. Je veux sentir jusqu'où je pourrais aller. Il y a aussi quelque chose de très physique, on l'a un peu dit tout à l'heure. Chez vous aussi, Lynn Papin, parce qu'il y a sans cesse ce questionnement de la chute, de chuter. Comment est-ce qu'on s'empêche de chuter, de retrouver une forme d'équilibre? Oui, c'est vrai qu'il y a cette dimension physique. Je pense d'ailleurs qu'on m'avait dit qu'il y avait un mot japonais pour décrire justement le fait que la rupture faisait des cicatrices, mais physiques en fait sur le cœur. Et c'est vrai qu'il y a toute cette dimension. Enfin d'ailleurs, on se bloque le genou, on se bloque le dos. Enfin, il y a quand même toute une dimension qui est presque de l'ordre de la maladie, quoi, physique. Et donc j'ai voulu illustrer aussi dans le texte toute cette dimension-là. Et c'est vrai que c'est un équilibre. Je parlais d'odyssée et de bateau, de naufrage, mais un peu ce truc de rester debout malgré la tempête. Et puis parfois, il y a des éclaircies aussi. C'est vrai que c'est un chemin qui est long, et il y a des jours où le soleil se lève et on se dit « Ah, ça y est, je respire, tout va bien ». Et puis en fait, on n'est pas à l'abri une semaine plus tard de replonger dans une tristesse. Et donc, c'est vraiment un chemin à traverser, quoi, il me semble. Et on imagine que ces deux livres, ce que vous avez écrit, chacune vous ont aidé à traverser évidemment ce moment, et que peut-être il y a eu une forme de libération aussi au point final que vous avez noté dans ce livre, Lynn Papin, Après l'amour, qui paraît aux éditions Stock. Merci beaucoup d'être venue dans le Book Club et d'échanger avec Aliona Glukova. Merci d'être venue. Nos corps lumineux, publiés aux éditions Verticales. Merci Pierre Croz de nous avoir accompagnés comme tous les vendredis. Merci à vous. De notre partenaire babelio.com. Dans un instant, on va retrouver l'épilogue du Book Club. D'abord, Mathias Sénard nous raconte l'Incipit de 100 ans de solitude. Tout le monde conviendra facilement que Gabriel García Márquez, prix Nobel de littérature 1982, est l'un des auteurs les plus importants du XXe siècle, et pas exclusivement pour la Colombie, l'Amérique latine ou la langue espagnole. Il y a, dans l'immense succès des livres de Gabriel García Márquez, un phénomène universel et absolument passionnant.
Son roman le plus célèbre et célébré, 100 ans de solitude, débute ainsi par un des incipits les plus fameux de tous les temps, traduit pour les éditions du Seuil en 1968 par Claude et Carmen Durand. Bien des années plus tard, face au peloton d'exécution, le colonel Aureliano Buendía devait se rappeler ce lointain après-midi au cours duquel son père l'emmena faire connaissance avec la glace. Le roman s'ouvre par un habile retour en arrière, alors qu'Aureliano Buendía est sur le point d'être exécuté. Le lecteur ignore bien sûr encore qu'Aureliano Buendía a participé à 32 guerres civiles et enfanté 17 petits Aurelianos avec 17 femmes différentes, des femmes qui viennent à lui pour perpétuer la race des guerriers. Le lecteur va comprendre petit à petit que ce si fameux incipit ne ment pas, et même qu'il donne les clés du roman, comme quelqu'un vous tend le mode d'emploi d'une machine complexe pour que vous sachiez vous en servir. Il est question, dans 100 ans de solitude, de temps, de guerre civile et de pain de glace. Le temps y est presque circulaire, biblique, prophétique. Les guerres reviennent comme les fruits dans les arbres, cycliquement. Les prodiges et les prénoms aussi. Les prodiges, ce sont les gitans qui les apportent. La longue vue et le miroir, les pains de glace chaque année au printemps avec fifres et trompettes. Les gitans s'installent à la lisière du village de Macondo. Macondo est une contrée magique sur laquelle l'histoire ne semble pas vraiment avoir de prise et qui reflète pourtant, d'une façon bien particulière, l'histoire de la Colombie. C'est ce coup de génie qu'on a appelé réalisme magique. Dans 100 ans de solitude, les éléments fantastiques ne plongent pas les personnages dans la perplexité. Bien au contraire, ceux-ci les acceptent tout naturellement. Comme si c'était nous, les lecteurs, qui étions d'incrédules créatures du futur qui avaient perdu tout sens du merveilleux. Dès le début du roman, dans les temps des origines, pourrait-on dire, où le géant Melquiadès, prophète de ces parages, n'était pas encore mort de fièvre dans les hauts fonds de Singapour, avant que la maladie de l'oubli ne fasse des ravages et n'oblige Melquiadès lui-même à revenir pour ainsi dire de chez les morts afin d'en sauver le village, à peine le récit de 100 ans de solitude mis en route, donc dans les familles Buendía, dès le début du roman, les prodiges s'accumulent sous les yeux ébobis des lecteurs et continuent à le faire pendant 6 ou 7 générations d'habitants. Mathias Sénard et ses incipits à réécouter sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club, émission préparée par Oriane Delacroix, Zora Vignet, Jeanne Grappard, Didier Pinault et Alexandra Laibegovic. Merci à toute l'équipe. Donc, Sam Bakiast réalise cette émission ce midi et à la prise de son, c'est Jordan Fuentes. On termine, comme tous les jours, cette émission avec l'épilogue. L'amour qu'on a vécu, on l'a vécu justement. En mettant derrière les parenthèses tous les savoirs scientifiques. Il y a des fragments de prose et puis des sortes de cantiques, d'élégies. Après une rupture, tout est fragmenté. Traverser le chagrin, les yeux grands ouverts. Le monde continue à tourner.